Oubliez tout ce que vous avez vu dans les blockbusters hollywoodiens. On vous a vendu un beau mythe sur 300 héros pour que vous ne découvriez jamais la vérité sur ce qui s'est réellement passé. L'histoire que nous allons révéler n'est pas une épopée de bravoure. C'est la chronique de la folie, de la lâcheté, d'erreurs de commandement monstrueuses et d'une terreur animale. Pourquoi les manuels d'histoire préfèrent-ils passer sous silence la bataille de Platée alors que c'est elle, et non les Thermopyles, qui a sauvé la civilisation occidentale? Parce que cette vérité est trop dérangeante. Ici, la plus grande armée de Grèce n'accomplit pas d'exploit, mais perd la raison à cause de la soif, essayant de boire sa propre urine. Ici, les généraux spartiates pleurent d'impuissance pendant que leurs hommes se font abattre comme des cibles dans un stand de tir. Ici, la victoire ne s'obtient pas par un duel noble, mais par un massacre qui ressemble davantage à un abattage industriel de bétail où l'on ne faisait pas de prisonniers, mais où l'on exterminait des peuples entiers. Vous découvrirez la nuit du grand chaos, où les troupes d'élite se sont transformées en une foule incontrôlable, et comment une seule pierre, jetée aux pieds d'un commandant, a failli condamner toute la Grèce. C'est le récit d'un triomphe dont les vainqueurs eux-mêmes ont honte. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour voir le véritable visage de la guerre antique, souillé de boue et de sang, celui dont il est d'usage de se taire. Bienvenue dans une réalité plus effrayante que n'importe quelle fiction. On vous a vendu un beau mensonge. Le mythe hollywoodien d'une poignée de héros demi-nus sauvant la civilisation dans un défilé enflammé. Vous avez vu ce film. Vous connaissez ce plan. Le roi Léonidas hurle au visage de la mort, la lance fend l'air, générique, fin. Catharsis. On vous a dit que le sacrifice des 300 Spartiates avait arrêté la machine perse. Mais regardez par la fenêtre. Regardez la fumée qui monte à l'horizon. Respirez cet air. Il sent le brûler, pas la victoire. La vérité est que les Thermopyles n'ont pas arrêté la guerre et ne l'ont même pas ralenti. Ce n'était qu'une virgule sanglante dans la sentence que l'Empire perse avait prononcée contre la Grèce. Léonidas est mort. Sa tête est plantée sur un pieu et son corps pourri quelque part dans la poussière de la route. Les 300 Spartiates sont morts. Leurs os blanchissent au soleil pendant que le monde continue de s'effondrer. Nous sommes en 479 avant notre ère. Et la situation n'est pas simplement mauvaise. Elle est catastrophique. Imaginez un matin où vous vous réveillez en réalisant que le cauchemar n'est pas terminé. Le grand roi Xerxès est parti, oui. Il a pris une partie de la flotte et est retourné en Asie pour boire du vin et gouverner le monde. Mais il a laissé ici son couteau. Le couteau le plus aiguisé, le plus rouillé et le plus cruel de son arsenal. Le général Mardonios. Et Mardonios n'est pas resté seul. Une armée est restée avec lui. Pas ces figurants colorés des légendes qui meurent par paquets d'un seul coup de bouclier. Non, l'élite professionnelle est restée avec lui. Les meilleurs tueurs d'Asie. Une cavalerie dont le piétinement fait trembler la terre. Une infanterie qui a marché de l'Inde à la mer Égée, laissant derrière elle une terre brûlée. Combien sont-ils? Hérodote vous dira 300 000. Les historiens modernes feront la grimace et diront moins, peut-être 100 000, peut-être 80 000. Mais quelle différence cela fait-il pour vous si vous êtes dans les rangs et que devant vous s'étend une mer vivante d'acier et de cuir, disparaissant au-delà de l'horizon? 300 000 ou 100 000, ce ne sont que des chiffres. La réalité, c'est une forêt de lances qui cache le soleil. La réalité, c'est la conscience que pour chaque hoplite grec, il y a 3, 4, 5 soldats ennemis professionnels qui mangent votre pain, dorment avec vos femmes
et prie des dieux étrangers sur votre terre. La Grèce est à genoux. Athènes, la plus grande ville de l'Antiquité, le berceau de la démocratie, est réduite en cendres. 2 fois. L'acropole est transformée en ruines noires. Les statues des dieux sont brisées, les temples profanés. L'olivier sacré, symbole de la ville, est carbonisé. Les habitants d'Athènes, réfugiés entassés sur l'île de Salamine, regardent à travers le détroit le brasier qui fut autrefois leur maison. Ils n'ont pas de toit, ils manquent de nourriture et, pire encore, ils manquent d'espoir. Parce que l'hiver a été long, Mardonios n'est pas seulement un guerrier, c'est un prédateur intelligent. Il a passé l'hiver dans les plaines de Thessalie, engraissant ses chevaux avec le grain grec. Il attendait. Il jouait un jeu diplomatique, offrant aux Athéniens de l'or et du pouvoir s'ils trahissaient le reste de la Grèce. Pourquoi mourir pour une ville détruite quand on peut devenir gouverneur du roi? La tentation de la trahison flotte dans l'air, plus épaisse que l'odeur des corps en décomposition. La peur a paralysé la Grèce. Ce n'est pas cette peur héroïque qui fait serrer l'épée plus fort. C'est une terreur poisseuse et froide qui fait baisser les bras. Posez-vous la question. Pourriez-vous rester immobile, sachant que votre mort ne changera rien? Les Thermopyles ont prouvé une chose terrible. On peut se battre comme un lion, on peut mourir comme un dieu. Mais si les ennemis sont trop nombreux, ils enjamberont simplement votre cadavre et continueront. Le mythe de l'invincibilité spartiate s'est fissuré. Oui, ils ont tué beaucoup de Perses. Mais les Perses sont toujours là. Ils occupent la Béotie. Ils contrôlent le nord. Ils se sentent chez eux. L'alliance grecque craque de toutes parts. Chaque cité-État ne pense qu'à elle-même. Ce n'est pas la Ligue des justiciers, c'est un panier de crabes unis par une seule chose. La perspective d'être écrasé par la botte perse. L'atmosphère de cette époque, c'est la gueule de bois. Une gueule de bois lourde et douloureuse, après le mythe enivrant de sa propre exceptionnalité. Les Grecs ont soudain compris qu'ils étaient mortels, que leur dieu se taisait, que leurs fameuses phalanges pouvaient être contournées, encerclées et fusillées par des arcs à distance de sécurité. Mardonios le sait. Il méprise les Grecs. Pour lui, ce sont des enfants querelleurs qui se battent entre eux pendant que les adultes partagent leur héritage. Il écrit des lettres pleines de venin et de menaces. Il manœuvre. Il est prêt à porter le coup final qui transformera la Grèce en une énième satrapie de l'Empire, où la démocratie ne sera plus qu'un souvenir de mauvaises blagues. Au milieu de ce chaos, de cette boue et de ce désespoir, quelque part au sud, derrière un isthme étroit, se trouve Sparte. La Sparte silencieuse, morose et égoïste. La seule force capable de défier la machine perse. Mais les Spartiates ne sont pas pressés. Ils construisent un mur. Pendant qu'Athènes brûle, pendant que la Grèce du Nord gémit sous le joug des occupants, les meilleurs guerriers du monde gagent du mortier et posent des pierres, espérant rester à l'abri derrière les fortifications de l'isthme. Ils croient pouvoir verrouiller le Péloponnèse et jeter le reste de la Grèce en pâture aux loups. Est-ce de la trahison? Est-ce du pragmatisme? Est-ce de la lâcheté déguisée en stratégie? Mais l'histoire est une dame ironique. Elle ne laissera personne rester à l'écart. Le mécanisme est lancé. Les engrenages du destin, lubrifiés par le sang de Léonidas, commencent à tourner, broyant des vies humaines. L'été approche. Les champs sèchent, devenant un terrain idéal pour la cavalerie. Mardonios marche vers le sud. Il vient finir ce que Xerxès a commencé. Et cette fois, il n'y aura pas de défilé étroit pour cacher sa faiblesse numérique. Cette fois, il faudra sortir en terrain découvert. Dans un champ où la mort ne vient pas avec le visage d'un héros,
mais avec 1000 masques sans visage. La Grèce retient son souffle. Dans les temples, on égorge du bétail, essayant de négocier avec les dieux une goutte de chance dans les entrailles des victimes. Mais le foie de la chèvre est noir, et les prêtres détournent le regard. Le temps des héros est révolu. Le temps des bouchers est venu. Et pendant que les politiciens discutent et que les généraux tracent des cartes sur le sable, les gens simples aiguisent leurs épées, sachant que cet été sera le dernier pour la plupart d'entre eux. L'ombre d'une menace gigantesque a recouvert la terre. Et dans cette ombre mûrit une bataille qui sauvera l'Occident ou l'enterrera à jamais. La bataille que vous avez oubliée pour vous souvenir d'un beau conte sur 300 morts. Bienvenue dans la réalité. Bienvenue en l'an 479. Bienvenue dans l'enfer qui a précédé Platée. Pendant que le reste de la Grèce s'étouffait dans le sang et les cendres, Sparte était occupée par une affaire très importante. Elle empilait des pierres. Sur l'étroit isthme de Corinthe, séparant la péninsule du Péloponnèse du continent, le travail battait son plein. Les meilleurs guerriers du monde, élevés pour tuer d'un seul coup, s'étaient transformés en maçons. Ils construisaient un mur haut, épais, infranchissable. Ce n'était pas un monument au courage, mais au plus grand égoïsme de l'histoire antique. La logique spartiate était froide comme l'acier de leurs iphos. Qu'Athènes brûle, que la Béotie et la Thessalie deviennent esclaves, que le monde entier aille au diable. L'essentiel, c'est que Sparte survive derrière son mur. Ils prévoyaient de verrouiller les portes et de regarder la marée perse se briser contre les pierres sans mouiller leurs sandales. Vous pensiez que Sparte était le bouclier de la Grèce? Non, à ce moment-là, Sparte était son principal problème. Les Athéniens, qui avaient perdu leurs maisons, leurs temples et leurs terres, regardaient cette construction avec une rage impuissante. Leurs ambassadeurs arrivèrent à Lacédémone non pour demander, mais pour exiger. Imaginez la scène. Des diplomates athéniens poussiéreux et fatigués se tiennent devant les efforts, les vieux dirigeants conservateurs de Sparte. Les Athéniens parlent d'honneur, d'alliance, de serment. Et les Spartiates, ils célèbrent les Hyacinthies, une fête religieuse. Des danses, des sacrifices, des hymnes à Apollon. Nous ne pouvons pas faire la guerre, c'est jour de fête, disent-ils. C'était l'excuse parfaite, polie par des siècles. Un nom bureaucratique qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Mais Athènes avait encore un atout. Un atout qui pouvait renverser la table. La flotte. La flotte la plus puissante de la région. Et alors les ambassadeurs athéniens jetèrent leur ultimatum sur la table. Cela ne ressemblait pas à une demande d'aide, mais à une menace de maître chanteur. Si vous, Spartiates, ne sortez pas vous battre en Béotie, nous ferons la paix avec Mardonios. Nous lui donnerons nos navires. Et alors votre mur sur l'isthme deviendra le tas de pierres le plus cher et le plus inutile du monde. Parce que les Perses le contourneront simplement par la mer et débarqueront dans votre dos. Le silence qui suivit ces mots pesait plus lourd que n'importe quel bouclier. C'était le moment de vérité. Les efforts spartiates, ces vieillards rusés, comprirent soudain la simple arithmétique de la guerre. Le mur est inutile sans la flotte. La flotte est à Athènes. Si Athènes trahit, Sparte meurt. L'héroïsme n'a rien à voir là-dedans. Juste un calcul brut. La survie. Et c'est alors qu'il se produit ce que les historiens appellent encore un miracle, et les cyniques, une brillante opération spéciale. La nuit change tout. Le lendemain matin de l'ultimatum, les ambassadeurs athéniens vinrent voir les efforts pour dire leur dernier adieu et annoncer la rupture de l'alliance. Ils étaient prêts à cracher au visage des alliés et à partir.
Mais les Éphorais les accueillirent avec des visages de pierre et un étrange sourire en coin. « De quoi vous inquiétez-vous » demandèrent-ils. « Notre armée est déjà en marche. Ils sont déjà à la frontière, à Oresteion, et marchent à la rencontre des barbares. » Les Athéniens furent stupéfaits. « Comment? Quand ?» La nuit, pendant que les ambassadeurs dormaient, pendant que les espions perses, nombreux dans la ville, somnolaient, les portes de Sparte s'étaient ouvertes. Ce n'était pas simplement une armée qui en était sortie, c'était un Léviathan. Oubliez les 300 Spartiates, ce n'était qu'une reconnaissance. Maintenant, Sparte avait sorti tout ce qu'elle avait. 5000 Spartiates, 5000 citoyens de plein droit, l'élite de l'élite, chacun s'étant entraîné depuis l'enfance pour être une machine à tuer parfaite. Jamais auparavant, et jamais plus tard, Sparte ne ferait sortir autant de ses fils en campagne. Mais ce n'était pas tout. À côté de chaque Spartiate marchaient 7 ilotes. 7 esclaves, armés comme de l'infanterie légère, portant les boucliers, les vivres et la haine dans leur cœur. 35 000 ilotes, et encore 5 000 périèques, les habitants libres de Laconie. 45 000 hommes. Et ce n'est que de la part de Sparte. Avec les alliés, l'armée grecque affluant vers l'isthme comptait, selon Hérodote, environ 110 000 hommes. 110 000. Pouvez-vous imaginer ce grondement? Ce n'est pas le claquement de sabots de 300 chevaux, c'est un tremblement de terre. Un battement rythmique et lourd de dizaines de milliers de pieds qui soulève la poussière jusqu'au ciel et voile le soleil. À la tête de cette armada ne marchait pas un roi. Léonidas était mort. Son fils, Pleistarchos, n'était encore qu'un enfant. L'armée était dirigée par le régent, Pausanias, l'homme destiné à devenir la figure la plus controversée de cette guerre. Il n'était pas un héros au sens habituel. Il était ambitieux, cruel, arrogant et dangereux. Il avait soif d'une gloire qui éclipserait l'exploit de son oncle Léonidas. Il n'avait pas besoin d'une belle mort. Il avait besoin d'une victoire totale. Pausanias ne regardait pas cette armée comme des défenseurs de la liberté, mais comme un instrument de son pouvoir personnel. Et cet instrument était effroyablement efficace. Imaginez cette marche nocturne. Pas de torches, pas de chansons. Un silence total, rompu seulement par le cliquetis du bronze et le grincement du cuir. La discipline spartiate en action. 5000 maîtres et 35 000 esclaves marchent dans le même rang pour tuer un ennemi commun. Un paradoxe qui fait exploser le cerveau. Les esclaves vont mourir pour la liberté de leur maître, afin que ceux-ci puissent continuer à les maintenir en esclavage. Mais face à la menace perse, même la haine de classe passe au second plan. Ou peut-être que les ilotes craignaient simplement les fouets spartiates plus que les épées perses. Qui sait? L'histoire n'a pas conservé la voix des esclaves, elle n'a conservé que le bruit de leurs pas. Mardonios, assis à Athènes, apprit le mouvement des Spartiates trop tard. Ses espions avaient échoué. L'effet de surprise avait fonctionné. Le général perse comprit. Le jeu avait changé. Le géant endormi s'était réveillé. Les Spartiates n'étaient pas seulement sortis de chez eux, ils venaient chercher sa tête. Et ils ne venaient pas pour mourir, comme aux Thermopyles. Ils venaient pour tuer. Mardonios prend aussitôt une décision. Athènes n'est plus nécessaire. La ville est de nouveau livrée aux flammes, cette fois définitivement. Les murs sont abattus, les temples dynamités. Les Perses partent. Ils se replient en Béotie, dans les plaines autour de la ville de Platée. Là où leur cavalerie pourra se déployer. Là où il y a de l'espace pour manœuvrer. Mardonios choisit le champ de bataille. Il invite les Grecs dans son piège. « Vous voulez vous battre ?» semble-t-il dire.
venez à moi, sur un terrain plat, où mes chevaux vous piétineront dans la boue. » L'armée grecque, sous le commandement de Pausanias, se déplace vers le nord. Elle est rejointe par les Athéniens. 8000 hoplites sous le commandement d'Aristide, un homme à la réputation d'honnêteté cristalline, l'exact opposé du rusé Pausanias. Deux forces totalement différentes. Une oligarchie terrestre, une démocratie maritime, soudées par la peur et la nécessité. Ils se haïssent, mais ils haïssent les Perses un peu plus. Ils traversent des ruines, des villages brûlés, des champs où pourrissent des récoltes non moissonnées. L'air est épais de chaleur et de mouches. L'eau est rare. Mais ils avancent, pas à pas, phalange après phalange. Une rivière de bronze coule vers le Cithéron, la chaîne de montagnes séparant l'Attique de la Béotie. Lorsqu'ils atteignirent le col et regardèrent en bas, dans la vallée de la rivière Assopos, beaucoup eurent le souffle coupé. En bas, à perte de vue, s'étendait le camp perse. Des milliers de tentes. Un immense fort en bois construit par Mardonios. Et des hommes. Un nombre incalculable d'hommes. Le scintillement de l'or, les vêtements bariolés des Mèdes, des Bactriens, des Indiens, des Sakas. Tout l'Orient s'était rassemblé ici pour livrer le dernier combat contre l'Occident. Pausanias arrêta l'armée sur les pentes des montagnes. Descendre dans la plaine aurait été un suicide. La cavalerie de Mardonios aurait déchiqueté la phalange avant même qu'elle n'ait le temps de se former. Les Grecs prirent position sur les hauteurs, où la cavalerie avait du mal à opérer. Ils s'accrochèrent aux pentes rocheuses comme des chèvres de montagne. Deux armées se figèrent l'une face à l'autre. En haut, 100 000 Grecs, bardés de bronze, épuisés par la soif et les dissensions internes. En bas, l'immense horde hétéroclite de l'Empire, dirigée par l'un des meilleurs tacticiens de son temps. Entre eux, la vallée de la rivière Assopos, le No Man's Land, la zone de mort. Personne ne voulait faire le premier pas. Mardonios attendait que les Grecs descendent. Pausanias attendait que les Perses montent. Un jeu de regards commençait, dont l'enjeu était le destin de tout un continent. Mais ce n'était pas juste un jeu, c'était une torture par l'attente. Le soleil brûlait impitoyablement. L'eau dans les outres chauffait jusqu'à la température de l'urine, et les nerfs se tendaient comme la corde d'un arc avant le tir. Dans ce silence, rompu seulement par le hennissement des chevaux en bas et les prières en haut, naissait la bataille qui devait laver la honte des Thermopyles. Mais pour l'instant, il n'y avait que la poussière, la sueur et le regard lourd de deux prédateurs prêts à se sauter à la gorge. Bienvenue dans l'antichambre de l'enfer. Bienvenue au pied du Cithéron. Ce fut la bataille la plus étrange de l'histoire. Une bataille qui n'avait pas lieu. Imaginez deux armées gigantesques, figées dans une étreinte mortelle, mais ne portant pas de coups. 110 000 Grecs accrochés aux contreforts rocheux du mont Cithéron, tels des naufragés jetés sur le rivage. En bas, dans la large et fertile vallée de la rivière Assopos, s'est déployé l'océan de la puissance perse. Ce n'était pas simplement de la géographie, c'était un échiquier tactique où tout mauvais coup signifiait échec et mat. Et ici, l'échec et mat, c'était la mort. La situation est simple et meurtrière à la fois. La phalange grecque est le char d'assaut de l'Antiquité. Un mur de boucliers, une forêt de lances, une masse monolithique capable de tout balayer sur son passage. Mais ce char n'a pas de chenilles. Il est maladroit. Si la phalange descend dans la plaine, la cavalerie perse la prendra de flanc, à revers, brisera la formation et abattra les hoplites comme des perdrix.
C'est pourquoi les Grecs restent sur la montagne. Là, parmi les pierres et les buissons épineux, la cavalerie est inutile. Là, ils sont en sécurité. Mais là, il n'y a pas d'eau. Mardonios n'est pas idiot non plus. Il voit les Grecs. Il sait que s'il envoie son infanterie prendre d'assaut ces pentes raides, les Spartiates et les Athéniens les renverront en bas à coups de pied. Les Perses ont des lances courtes, des boucliers en osier et aucune armure lourde. Au corps à corps sur un sentier étroit, un Spartiate vaut 10 Perses. Mardonios le comprend. Il a besoin de la plaine. Il a besoin que ces mules, têtues, bardées de fer, descendent vers lui dans la vallée. Et le jeu de regard commence. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Avez-vous déjà porté 30 kilos de bronze sous le soleil de juillet en Grèce? Imaginez-le. Vous portez une cuirasse en lin imprégnée de colle qui ne respire pas. Sur la tête, un casque qui se transforme en four, dans lequel votre cerveau bout lentement. La sueur inonde vos yeux, âcre et salée. La poussière remplit votre bouche. Vous vous tenez épaule contre épaule avec votre voisin. Vous sentez son odeur, l'odeur de la peur, du corps mal lavé et de l'ail. Et vous attendez. Vous regardez en bas, vers la rivière Assopos, où les ennemis abreuvent leurs chevaux, se baignent et rient. Et vous avez la gorge si sèche que votre langue ressemble à du papier de verre. Ce n'est pas une épopée héroïque, c'est une torture. Mardonios joue avec les Grecs comme un chat rassasié avec une souris traquée. Il n'attaque pas de toutes ses forces. Pourquoi? Le temps joue pour lui. Il a derrière lui tout l'Empire, des convois de nourriture, un accès libre à l'eau. Les Grecs ont des estomacs vides et le soleil brûlant. Le commandant perse commence une guerre psychologique. Il envoie des détachements d'archers monter au pied des collines. Il n'engage pas le combat, il s'approche à portée de tir, lâche une nuée de flèches et s'éloigne avec un rire sauvage. Les flèches frappent les boucliers comme la grêle sur un toit en tôle. Parfois, elles trouvent une faille dans l'armure. Quelqu'un crie, tombe, râle. Les rangs se resserrent. Interdiction de riposter. Interdiction de sortir du rang. Pas d'ordre d'attaquer. C'est une épreuve de discipline qui fait éclater les vaisseaux dans les yeux. Tiens bon et endure. Tiens bon et regarde tes camarades se vider de leur sang. Mais n'ose pas faire un pas en avant, sinon tu perdras tout le monde. Et que font les commandants? Pausanias et Mardonios sont occupés par ce qu'on pourrait appeler de l'espionnage religieux. Les deux font des sacrifices. Hérodote décrit cela avec une ironie sombre. Le devin grec Tissomène égorge des taureaux, regarde le foie et dit « Les présages sont favorables à la défense. Si nous attaquons, nous perdons. » Dans le camp perse, un transfuge de vin grec, Égésistrate, oui, les prophètes mercenaires étaient la norme, fait la même chose et dit à Mardonios « N'attaque pas, reste sur la défensive. » Les dieux semblaient avoir conclu un pacte de non-agression. Ou alors, personne ne voulait simplement assumer la responsabilité du début du massacre. 8 jours, 10 jours. La tension devient physiquement palpable. L'air entre les deux armées bourdonne comme une corde tendue prête à rompre et à fouetter les visages. Le ravitaillement de l'armée grecque commence à faillir. Les convois de nourriture passant par les cols du Cithéron sont interceptés par la cavalerie perse. Les Grecs commencent à avoir faim. Il n'y a presque plus d'eau sur les hauteurs. La seule source accessible, la source Gargaphie, se trouve en contrebas, dangereusement proche de l'ennemi. Chaque gorgée se paie, au risque de recevoir une flèche dans le cou. Mardonios sent l'odeur du désespoir. Il voit comment ce gigantesque serpent de bronze vacille sur les pentes. Il décide d'accentuer la pression. Ordonne-t-il d'empoisonner l'eau? Non, pas encore.
il fait pire. Il les insulte. Il envoie un héros qui hurle à travers toute la vallée, s'adressant aux Spartiates. « Où est donc votre fameuse bravoure? Vous qui prétendez ne pas connaître la peur. Pourquoi vous cachez-vous dans les montagnes comme des femmes effrayées? Descendez! Réglons ce différend honnêtement, un contre un, à nombre égal. » Les Spartiates gardent le silence. Ce silence est plus effrayant que n'importe quel cri. Pausanias interdit de répondre. Il sait que c'est un piège. Un combat honnête? À la guerre, il n'y a pas de combat honnête. Il n'y a que des victoires et des défaites. S'ils descendent, ils seront anéantis. Pausanias ravale les insultes. Il se laisse traiter de lâche. Il laisse ses hommes bouillir de rage. C'est un risque énorme. Une armée bâtie sur un code d'honneur peut se mutiner contre un commandant qui ne leur permet pas de laver l'insulte dans le sang. Dans le camp grec, les disputes commencent. Les Athéniens exigent des actions. Les Mégariens se plaignent de leur position. L'alliance craque. Tout le monde regarde Pausanias. Comment entrera-t-il dans l'histoire? Comme un stratège de génie qui a attendu le bon moment? Ou comme un lâche qui a affamé la plus grande armée de Grèce sans jamais dégainer son épée? En bas, sous sa tente dorée, Mardonios perd patience. Il en a assez d'attendre. Il en a assez de regarder ces barbares têtus sur les rochers. Il décide qu'il est temps de finir le jeu de regard. Si la souris ne vient pas au chat, le chat l'enfumera hors de son trou. Il appelle le commandant de sa cavalerie d'élite, un géant bardé d'une armure à écailles nommé Massistios. L'ordre est simple. Tâte-les pour de vrai. Ne te contente pas de tirer, frappe. Trouve le maillon faible. Fais-les bouger. Le soleil décline vers le couchant du 11e jour. Les ombres des monts Cithéron rampent sur la vallée, recouvrant le camp perse. Mais pour les Grecs, l'obscurité ne vient pas du ciel. Elle vient d'en bas. Le grondement de 1000 sabots, qui semble d'abord être un tonnerre lointain, s'amplifie. La terre commence à trembler. Les cavaliers de Massistios, étincelants d'or et de bronze, se détachent de la masse perse et s'élancent vers le haut de la pente, droit sur les positions des Mégarias, le maillon le plus vulnérable de la chaîne grecque. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de la diplomatie est révolu. L'échiquier est renversé. Maintenant, commence une bagarre sanglante dans la boue. Et le premier coup ne sera pas porté contre les invincibles Spartiates, mais contre ceux qui sont le moins prêts à le recevoir. Sentez le rythme cardiaque changer. Boum. Pause. Boum. Ce n'est plus un exercice, c'est la mort qui galope vers les positions grecques. Et elle est déjà là. Le coup a frappé là où l'armure était la plus fine, les Mégariens. 3000 hommes d'une petite ville commerçante qui, par le hasard du sort, se sont retrouvés sur le secteur le plus dangereux du front. Sur une pente douce où menait la seule route venant de la plaine. C'est ici, comme de l'eau brisant un barrage, que la cavalerie perse a déferlé. Ce n'était pas une bataille au sens habituel, c'était une exécution. Les Mégariens se tenaient en rang serré, lance pointée, mais à quoi sert une lance contre un ennemi qui ne s'approche pas? Les cavaliers de Massistios tournaient autour d'eux comme des frelons autour d'un ours. Ils s'approchaient, lâchaient des flèches et s'éloignaient avant que le lourd javelot grec n'ait le temps de fendre l'air. Les Mégariens mouraient sans pouvoir riposter. Les boucliers se transformaient en pelotes d'épingles. Les hommes tombaient, s'étouffant dans leur sang, et le rang se refermait sur leur corps, devenant de plus en plus étroit et mince. Dans l'air flottait le sifflement monotone et affolant des flèches et le fracas des sabots. Des messagers mégariens, sales, les yeux écarquillés par l'horreur, accoururent vers Pausanias. Leur message était simple et terrible, comme une sentence. « Nous ne pouvons plus tenir.
Si vous n'envoyez pas d'aide, nous partons. Nous allons simplement jeter nos boucliers et courir. » C'était le moment où tout pouvait s'effondrer. La panique est contagieuse. Si les Mégariens fuient, un trou se formera dans le mur de boucliers grecs, dans lequel s'engouffrera toute l'armée de Mardonios. Pausanias, ce cynique spartiate froid, comprenait. Il fallait boucher la brèche avec de la viande. Mais celle de qui? Qui irait volontairement sous cette pluie de mort? Et c'est là que la machine militaire spartiate a fonctionné. Ou plus précisément, ce mélange d'orgueil et de discipline sur lequel elle reposait. Un détachement d'infanterie lourde s'avança pour aider les alliés en perdition. C'était le mouvement lent et morose d'un glacier de bronze. Ils descendaient la pente, à la rencontre de la mort caracolante, sachant que leur armure était la seule chose qui les séparait du néant. Au centre de ce tourbillon, dominant hommes et chevaux, galopait Massistios. Le commandant perse était magnifique et terrible. Il montait un étalon niséen aux morts d'or. Son armure n'était pas simplement une protection, mais une œuvre d'art. Des écailles d'or sur une tunique pourpre. Il était l'incarnation de la puissance impériale, un demi-dieu descendu sur terre pour écraser des vers. Il riait en regardant les tentatives maladroites des Grecs pour l'atteindre. Il se sentait invulnérable. Mais la guerre déteste la perfection. La guerre aime le chaos et le hasard aveugle. Une flèche ordinaire, mal empennée, tirée peut-être même sans viser. Elle ne trouva pas de faille dans l'armure dorée du cavalier. Elle toucha le cheval au flanc. L'animal se cabra de douleur, rendu fou, tournoya et s'effondra au sol, écrasant son cavalier sous son poids. Le grand Massistios, qui commandait le champ de bataille une seconde plus tôt, se retrouva dans la boue, cloué par le poids de sa propre monture. Le temps s'arrêta. Les Grecs restèrent figés en instant. L'idole était tombée. Et puis, ils se jetèrent sur lui. Cela ne ressemblait pas à un duel noble de héros de l'Iliade. Cela ressemblait à des fourmis se jetant sur un scarabée. Une foule d'hoplites encercla le géant à terre. Ils le piquaient avec des lances, le frappaient avec des épées, le battaient avec les bords des boucliers. Mais Massistios ne mourait pas. Les écailles d'or sous la tunique encaissaient les coups. Le bronze se tordait et se brisait sur l'acier perse. Il gisait là, grognant comme un lion blessé, tandis que les Grecs cherchaient frénétiquement un moyen de tuer ce monstre. Le bruit du métal contre le métal était tel que l'on aurait dit des forgerons frappant sur une enclume. Quelqu'un devina. L'un des soldats vit le seul point vulnérable, l'œil. Une fente étroite dans le casque, à travers laquelle Massistios regardait ses assassins. La pointe acérée d'une lance pénétra dans l'orbite, perçant le cerveau. Le géant d'or eut un soubresaut et se tut. Les Perses, voyant la chute de leur commandant, devinrent fous. Non de peur, mais de rage. Toute la masse de la cavalerie fit demi-tour et se lança à l'attaque pour récupérer le corps. Pour eux, laisser le cadavre de leur commandant à l'ennemi était une honte pire que la mort. Une mêlée commença. Une mêlée sauvage, animale, autour du cadavre. Les hommes étaient piétinés par les chevaux, les boucliers craquaient, la poussière était telle que les combattants ne voyaient plus le soleil. Les Grecs tinrent bon. Ils traînèrent le corps de Massistios vers leur position comme un précieux trophée. La cavalerie perse, ayant perdu son chef et sa volonté, refua. Un hurlement traversa toute la vallée. Hérodote écrit que les Perses se rasèrent la tête, ainsi qu'à leurs chevaux, en signe de deuil. Les pleurs étaient si forts qu'on les entendait à plusieurs stades de là. Ils n'avaient pas seulement perdu un commandant, ils avaient perdu un talisman. Dans le camp grec, c'était l'euphorie. La peur qui les paralysait depuis des semaines avait disparu. Ils avaient fait l'impossible.
Ils avaient tué le deuxième homme de l'armée perse. Le corps de Massistios, immense et beau même dans la mort, fut chargé sur un chariot. Et le défilé le plus étrange de l'histoire commença. Le chariot grinçait en longeant la ligne infinie de l'armée grecque. Les hoplites sortaient des rangs pour regarder l'ennemi mort. Il pointait du doigt son armure d'or, riait, se tapait sur l'épaule. « Regardez !» criait-il. « Ils sont mortels! Ils saignent comme nous! Nous pouvons les battre !» C'était un moment de triomphe. Un triomphe éblouissant, enivrant. Ils avaient l'impression que le pire était derrière eux, que la victoire était déjà dans leur poche. Ils voyaient les dos fuyants des cavaliers perses et pensaient que la guerre était gagnée. Quelle erreur monstrueuse! Cette petite victoire devint un poison. Elle les empoisonna par excès de confiance. Ils se détendirent. Ils pensèrent que l'initiative était désormais entre leurs mains. Pausanias, voyant ses soldats exulter, donna l'ordre de changer de position. L'armée, galvanisée par le succès, descendit plus bas, plus près de la plaine, vers la source Gargaphie. Ils avaient besoin d'eau, et maintenant, ils croyaient pouvoir la prendre par la force. Ils sortirent de leur nid de pierre pour aller en terrain découvert. Ils ne comprenaient pas une chose. La mort de Massistios n'avait rien changé au rapport de force. Les 300 000, ou 100 000, quelle différence, Perses, n'avaient pas disparu. Mardonios était vivant. Et il était furieux. Les Grecs étaient entrés d'eux-mêmes, avec leurs propres jambes, dans la zone de destruction, aveuglés par l'éclat de l'or du trophée. Ils pensaient que c'était la fin du cauchemar. En réalité, ils venaient de tourner la page et d'ouvrir le chapitre où le vrai massacre allait commencer. Les rires sur le cadavre de Massistios allaient bientôt être remplacés par le râle des gorges desséchées. Car Mardonios, privé de son meilleur cavalier, décida de changer de tactique. Assez joué au chevalier, il est temps d'égorger l'intendance. Pendant que les Grecs fêtaient, le général perse regardait la carte et souriait. Il voyait ce que les Grecs aveuglés par le succès ne voyaient pas. Leurs estomacs et leurs gourdes étaient bien plus vulnérables que leurs boucliers. L'euphorie est une drogue, et la descente sera terrible. La fête s'arrêta aussi soudainement qu'elle avait commencé. L'euphorie du meurtre d'un commandant perse s'évapora, ne laissant derrière elle qu'un goût amer de cendre et une gorge sèche. Les Grecs, ivres de leur petit triomphe, commirent une erreur fatale. Ils crurent avoir l'initiative. Ils descendirent des hauteurs sûres, mais sans eau vers la plaine, vers la source Gargaphie, pensant pouvoir dicter leurs conditions. Mais Mardonios n'avait plus l'intention de jouer au héros. La mort de Massistios lui avait appris une leçon importante. Ne pas exposer son visage au coup si l'on peut frapper dans le dos. Le général perse changea de tactique. Il retira de l'échiquier la cavalerie lourde, prête pour l'attaque frontale, et lâcha sur le terrain les cavaliers légers, mobiles, insaisissables et mortels. Il cessa d'être un guerrier pour devenir un ingénieur de la souffrance humaine. Il comprit que l'armée grecque de 100 000 hommes n'était pas seulement une forêt de lances, c'était 100 000 estomacs réclamant de la nourriture et 100 000 gorges réclamant de l'eau. Et si l'on coupe le cordon ombilical du ravitaillement, ce géant de bronze crèvera tout seul sans avoir donné un seul coup d'épée. Le coup ne fut pas porté contre la phalange. Le coup fut porté contre le convoi. Pendant que les Spartiates et les Athéniens polissaient leurs boucliers près de Gargaphie, un détachement perse contourna leur position et frappa les cols du Cithéron, le seul fil reliant l'armée à l'arrière. Ce fut un massacre, pas une bataille. 500 chariots de vivres, transportant du pain et du vin pour l'armée affamée, furent interceptés. On ne faisait pas prisonniers les conducteurs, on les tuait sur place,
méthodiquement et froidement. Les cadavres d'hommes et de mulets encombrèrent la route. Le chemin du retour était coupé. La voie de ravitaillement était tranchée. Dans le camp grec, tout commença à manquer. Mais le plus terrible n'était pas l'absence de pain. Le plus terrible, c'était la soif. Avez-vous déjà essayé de ne pas boire pendant 24 heures par 40 degrés en tenue de combat complète? D'abord, la bouche s'assèche, la langue gonfle et ressemble à un morceau de feutre. Ensuite, le mal de tête commence, une douleur sourde et pulsatile dans les tempes qui empêche de penser. Puis viennent les crampes. Les muscles, privés d'eau, commencent à vivre leur propre vie, tordant le corps en nœuds. Et enfin, vient la folie. Mardonios le savait, il voyait les Grecs se presser vers la source Gargaphie, le seul endroit où il y avait encore de l'eau. La rivière Assopos, qui coulait tout près, était inaccessible. Les archers perses avaient transformé ces rives en stands de tir. Quiconque essayait de puiser de l'eau dans la rivière recevait une flèche. Il ne restait que la source. Un petit ruisseau misérable dont dépendaient les vies de dizaines de milliers de personnes. Et alors, Mardonios porta son coup de maître. Il ne s'empara pas de la source. Il décida de la détruire. Imaginez la scène. Des centaines de cavaliers perses forcent le passage vers Gargaphie. Ils n'attaquent pas la formation grecque. Ils attaquent l'eau. Ils poussent les chevaux directement dans la source. Les sabots remuent la vase, transformant l'eau claire en une bouillie brune et sale. Ils comblent la source avec des pierres, de la terre, des cadavres d'animaux. Ils y font leurs besoins. Ils rendent l'eau impropre à la consommation. C'était un acte de vandalisme ayant la portée stratégique d'une frappe nucléaire. Les Grecs regardaient cela avec une rage impuissante. L'infanterie lourde ne pouvait pas rattraper les cavaliers. Ils restaient là et regardaient leur vie se transformer en boue. Quand les Perses repartirent, il n'y avait plus de source. Il n'y avait qu'une flaque de liquide puant, impossible à boire. La situation devint critique. L'armée était prise au piège. Devant, un ennemi impossible à attaquer car il s'enfuit. Derrière, des montagnes infestées de saboteurs perses. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de ravitaillement. Les commandants grecs se réunirent en conseil, mais c'était le conseil des condamnés. Les généraux se hurlaient dessus d'une voix enrouée. Les Spartiates accusaient les Athéniens maudissaient tout le monde. Le jour laissait place à la nuit, mais aucun soulagement ne venait. La cavalerie perse empêchait de dormir. Ils attaquaient par vagues, criblant le camp de javelots et de flèches. C'était une torture par l'insomnie et la soif. Les hommes commençaient à devenir fous. La discipline, cette tige d'acier de la phalange, commençait à fondre. Les soldats qui rêvaient de gloire hier encore ne rêvaient plus que d'une seule chose, une gorgée d'eau. Ils léchaient la condensation sur les boucliers, mâchaient de l'herbe humide. Certains essayaient de boire leur propre urine. La grande armée de l'Hellade se transformait en un troupeau de bétail traqué. Mardonios avait prouvé que la logistique tue plus efficacement que l'épée. Il n'avait même pas besoin d'engager une bataille générale. Il lui suffisait d'attendre encore quelques jours, et les Grecs s'entretueraient eux-mêmes pour un morceau de pain ou une gourde d'eau. Pausanias comprit. C'était la fin. Rester sur place signifiait la mort par la soif et les flèches. Il n'y avait personne à attaquer. La seule issue était la retraite. Une retraite nocturne et honteuse plus près de Platée, vers les contreforts où il pouvait encore y avoir des ruisseaux et où l'on pouvait se regrouper. Mais donner l'ordre de retraite est une chose. Faire exécuter cet ordre par des hommes fiers, têtus et à moitié fous de soif en est une autre. Le plan était simple. Lever le camp à la faveur de la nuit et se retirer. Mais dans la guerre antique, les plans simples
sont le chemin le plus sûr vers la catastrophe. Personne ne savait encore que cette nuit entrerait dans l'histoire comme la nuit du grand chaos. Personne ne savait que le sauvetage de l'armée tournerait à la farce qui faillit anéantir toute la civilisation occidentale. Le soleil se coucha, plongeant la vallée dans les ténèbres. Le mouvement commença dans le camp. Mais ce n'était pas le mouvement organisé d'une machine militaire. C'était le début de la désintégration. La Grèce, étouffant de soif, s'apprêtait à effectuer sa manœuvre la plus absurde et la plus dangereuse. Bienvenue dans la nuit où la discipline mourut. Le plan était parfait, comme tous les plans tracés du doigt sur le sable. La nuit, sous le couvert de l'obscurité, l'armée devait lever le camp et se retirer vers un endroit appelé l'île, une parcelle de terre entourée par les bras de la rivière, où il y avait de l'eau et une protection contre la cavalerie. C'était une manœuvre de sauvetage. Mais dès que le soleil disparut derrière les montagnes du Cithéron, la discipline de l'armée grecque disparut avec lui. La nuit commença, celle que les historiens qualifient poliment de « confuse » et que les soldats appelleraient simplement un bordel. Dès que le signal de la retraite fut donné, le centre de l'armée grecque, les Corinthiens, les Mégariens et autres alliés, ne se contenta pas de battre en retraite. Ils s'enfuirent. La peur, accumulée pendant des semaines sous les bombardements, rompit la digue. Ils oublièrent la formation, l'île, l'ordre. Ils voulaient juste être aussi loin que possible des arcs perses. Ils coururent dans l'obscurité, trébuchant sur les pierres et abandonnant leur lourd équipement, jusqu'à atteindre les murs de la ville de Platée, où, paniqués, ils se terrèrent dans la cour du temple d'Héra. Ils sortirent du jeu, laissant un énorme trou au centre du dispositif de combat. L'armée s'était brisée. Mais si les Alliés étaient guidés par la peur, les Spartiates étaient guidés par quelque chose de pire. L'orgueil. Sur le flanc droit, où se tenait l'élite spartiate, se déroulait une scène digne du théâtre de l'absurde. Pausanias donna l'ordre de partir. Les Spartiates levèrent leurs boucliers, se mirent en colonne de marche et restèrent sur place. Tout l'immense mécanisme s'était figé à cause d'un seul engrenage qui refusait de tourner. Le nom de cet engrenage était Amompharétos. Amompharétos était le commandant d'un Lokos, une unité de Pitanate. C'était un vétéran de la vieille école, un homme pour qui le code de Lycurgue était plus important que la réalité. Il n'avait pas assisté au conseil de guerre, et quand on lui transmit l'ordre de battre en retraite, il prit cela comme une insulte personnelle. Pour lui, les retraites tactiques n'existaient pas. Il n'y avait que deux directions, en avant vers la victoire ou en bas vers la tombe. Seuls les lâches reculaient. Imaginez le tableau, la nuit, le silence, où l'on entend la respiration de milliers d'hommes. Toute l'armée attend. Pausanias, régent de Sparte, l'homme qui dirige la plus grande force de l'histoire de l'Ellade, se tient devant son subordonné et tente de le convaincre. Il ne peut pas simplement l'exécuter sur place. Cela provoquerait une émeute parmi les Pitanates, dévoués à leur commandant. Il essaie d'expliquer la stratégie. Il parle de l'eau, de la nouvelle position, de la tactique. Mais Amompharétos n'entend pas les arguments. Il regarde le régent avec le mépris d'un fanatique. À ses yeux, Pausanias est un traître qui souille la mémoire de Léonidas. La dispute s'éternise. Le temps passe. Chaque minute de retard rapproche l'aube, et avec elle, la mort inévitable. Les Athéniens, qui devaient couvrir la retraite, envoient un messager pour savoir pourquoi les Spartiates ne bougent pas. Le messager voit l'incroyable. Les généraux se crient dessus en agitant les bras comme des marchands de poissons au marché, alors que l'ennemi dort à quelques stades d'eux. L'apogée de cette folie survient quand Amompharétos, à court de mots, passe aux actes. Il se penche, soulève du sol une énorme pierre, si lourde qu'on peut à peine la tenir à deux mains,
et la jette avec fracas aux pieds de Pausanias. « Voilà ma voix, rugit-il. Avec cette pierre, je vote contre la fuite devant les étrangers. » À Sparte, les décisions se prenaient en votant avec des cailloux. Amompharétos a transformé la métaphore en pavé. Cette pierre est devenue le symbole de l'obstination stupide et suicidaire que l'on confond souvent avec l'héroïsme. Il déclara qu'il ne bougerait pas, même si le monde entier s'effondrait. Pausanias était furieux. Il traita le commandant de fou. Mais que faire? Laisser l'unité d'élite mourir? Impossible. Attendre? C'est le suicide pour tous. La dispute dura des heures. Imaginez le surréalisme de la situation. Le destin de la civilisation occidentale ne tient qu'à un fil, parce qu'un officier têtu a décidé de jouer les hommes de principe au milieu d'une opération nocturne. Pendant ce temps, le ciel à l'est commença à grisonner. La nuit qui devait cacher la manœuvre touchait à sa fin. Le plan de marche nocturne avait totalement échoué. L'armée grecque n'avait pas seulement manqué de prendre ses nouvelles positions, elle s'était disloquée en morceaux. Les Alliés se cachaient près du temple d'Héra. Les Athéniens, fatigués d'attendre, commencèrent à descendre seuls dans la vallée. Les Spartiates étaient toujours sur place, paralysés par le conflit interne. Pausanias prit la seule décision possible, une décision de joueur de poker. Il donna l'ordre au reste de l'armée de bouger, laissant le détachement d'Amompharétos seul. Il comptait sur la psychologie. Quand l'obstiné verrait que ses camarades partaient, la peur de rester seul l'emporterait sur l'orgueil. La colonne spartiate s'ébranla lentement, marchant dos à l'ennemi. Ils marchaient en regardant en arrière. Ils attendaient. Et cela fonctionna. Mais cela fonctionna trop tard. Amompharétos, resté seul dans le camp vide, comprit qu'on ne cherchait pas simplement à lui faire peur, mais qu'on l'abandonnait. Il ordonna à ses hommes de lever les boucliers et de courir pour rattraper le gros de la troupe. Ils rejoignirent Pausanias environ 10 stades plus loin, près du ruisseau Moléis. Mais à ce moment-là, le soleil s'était déjà levé. La lumière du matin éclaira impitoyablement la catastrophe. Au lieu d'un front uni sur des positions fortifiées, Mardonios vit des groupes épars de Grecs errant sur les collines. L'armée était déchirée en 3 parties isolées, sans lien entre elles. Les Spartiates et les Tégéates, environ 50 000 hommes, étaient coincés sur un terrain vallonné, sans le soutien des Athéniens et sans alliés. Ils étaient fatigués, n'avaient pas dormi, étaient en colère et, surtout, ils étaient à découvert. Mardonios n'en crut pas ses yeux. Il pensait que les Grecs préparaient une manœuvre rusée, mais les éclaireurs rapportèrent « Ils fuient, ils ont abandonné leur position, ils ne sont rien. » Le général perse éclata de rire. C'était le rire d'un homme qui venait de gagner le jackpot. Son ennemi avait commis toutes les erreurs possibles et imaginables. Les Grecs avaient eux-mêmes offert leur dos au coup. « Ils fuient !» cria Mardonios à ses officiers. « Ne vous avais-je pas dit que ces Spartiates sont des lâches? Où est leur fameuse bravoure? Regardez, ils partent sans combattre. À la poursuite! Nous les massacrerons comme des moutons. » L'ordre fut donné instantanément. L'armée perse se mit en mouvement. Ce n'était pas l'offensive ordonnée des phalanges, c'était une chasse. Cavaliers, fantassins, archers, tous se ruèrent en avant, traversant la Sopos. Ils ne se mettaient pas en formation de combat, ils couraient simplement, en hurlant et en ululant, pour avoir le temps d'arracher leur part de butin. Ils avaient l'impression que la bataille était déjà gagnée, qu'il ne restait plus qu'à achever les fuyards. Pausanias, debout sur la colline, voyait l'horizon se remplir d'une avalanche d'ennemis. Il voyait la poussière soulevée par des milliers de sabots. Il entendait ce grondement semblable au bruit d'un tsunami en approche. Son armée était désorganisée, ses flancs étaient ouverts, ses hommes étaient épuisés par la veille nocturne. Amompharétos, avec sa pierre, avait obtenu ce qu'il voulait. Il n'y avait nulle part où reculer. Il ne restait plus qu'une chose à faire, tenir et mourir.
La dispute sur l'honneur était terminée. Le massacre commença sous le silence des dieux. Le matin qui devait apporter le salut apporta la mort. Le soleil se leva sur la crête du Cithéron pour éclairer une scène qui aurait glacé le sang de n'importe quel stratège. L'armée grecque était déchirée. Les Athéniens avaient disparu dans les bas-fonds. Les alliés s'étaient cachés près des murs de Platée, et les Spartiates et les Tégéates, le noyau de la puissance militaire de l'Hellade, étaient restés seuls sur les collines découvertes. Ils étaient nus face à la tempête. Et la tempête ne se fit pas attendre. Mardonios ne prit pas la peine de former de belles lignes. Il vit une proie et lâcha les chiens. L'infanterie perse traversa la rivière Assopos, non pas en marche ordonnée, mais en avalanche courante. Ils hurlaient, sifflaient et faisaient cliqueter leurs armes. C'était le son du chaos en marche. Les premiers n'étaient pas les épéistes, mais les archers et les porte-boucliers. Ils s'approchèrent à portée de tir et plantèrent dans le sol leurs énormes boucliers en osier, les spars. En quelques minutes, un mur s'éleva devant la formation grecque. Un mur d'où la mort s'envolait avec le bourdonnement de guêpes en colère. Le tir de barrage commença. Ce n'étaient pas des tirs isolés, c'était la mousson. Des milliers, des dizaines de milliers de flèches s'élançaient vers le ciel, obscurcissant le soleil une seconde et retombaient avec un claquement sec et dégoûtant. Toc, toc, toc. Elles frappaient le bronze des casques, perçaient le cuir des boucliers, trouvaient les coups et les cuisses sans protection. La phalange spartiate est un organisme conçu pour avancer et écraser. Mais là, elle restait immobile. Pausanias, debout derrière la ligne, ne donnait pas l'ordre d'attaquer. Au lieu d'une épée, il tenait dans ses mains un couteau sacrificiel. À côté de lui, des prêtres évidaient des chèvres. Il cherchait dans les entrailles fumantes un signe des dieux, l'approbation pour tuer. Mais les dieux se taisaient ou riaient. « Le foie est noir !» criait le devin, couvrant le sifflement des flèches. « Pas de lobe! Les présages sont défavorables! Ne pas bouger !» Pouvez-vous imaginer ce niveau de folie? 50 000 hommes armés, les meilleurs tueurs de leur temps, restent debout sous une pluie de bâtons pointus et regardent leurs camarades tomber raides morts, simplement parce qu'un morceau de viande a l'air incorrect. C'était la discipline portée à l'absolu, une discipline confinant au suicide collectif. On leur avait interdit de lever leur lance, on leur avait même interdit de se défendre. Les Spartiates mirent un genou à terre, se couvrant de leurs boucliers, transformés en tortues de bronze. Ils restaient assis et attendaient. À travers les fentes des boucliers, ils voyaient les Perses s'approcher de plus en plus. Ils voyaient leur sourire narquois. Ils voyaient les barbares choisir méthodiquement leurs cibles, comme au stand de tir. C'était la torture par l'impuissance. Le plus bel homme de toute l'armée grecque, le Spartiate Callicratès, mourut ainsi. Il n'eut pas le temps de porter le moindre coup. Une flèche lui perça le flanc, alors qu'il se tenait simplement dans le rang. En mourant, il dit à son voisin « Je ne regrette pas de mourir pour la Grèce, mais je regrette de n'avoir pas utilisé mes bras et de n'avoir rien accompli de digne. » Ces paroles devinrent l'épitaphe de ce matin. Les montagnes de cadavres grandissaient. Le sang se mêlait à la poussière, transformant la terre sèche en bouillie sale. Les blessés gémissaient, mais le rang ne bougeait pas. Les vivants resserraient les rangs, comblant les vides laissés par les morts. Ils se tenaient comme des statues sur lesquelles on frappait au marteau. Chaque battement de cœur était une loterie. Ça tombe ou pas. Pausanias était désespéré. Il regardait le temple d'Héra visible au loin, levait les bras au ciel et pleurait. Oui, le rude général spartiate sanglotait, suppliant la déesse d'arrêter ce massacre et de donner un signe quelconque. C'était le moment de vérité
pour tout le système spartiate. Qu'est-ce qui est le plus fort? L'instinct de conservation qui exige de se jeter sur l'ennemi et de le déchirer à main nue, ou la soumission à l'ordre inculqué depuis l'enfance et la peur du divin? Les Perses, voyant la passivité des Grecs, devinrent totalement insolents. Ils jetèrent leurs boucliers en osier et s'approchèrent tout près. Ils commencèrent à tirer à bout portant. Certains jetaient simplement des pierres sur les Grecs, se moquant de leur immobilité. Pour les guerriers de Mardonios, cela ressemblait à de la lâcheté. Ils pensaient que les Spartiates étaient paralysés par la peur. Ils ne comprenaient pas qu'ils regardaient un ressort comprimé jusqu'à la limite de rupture. À l'intérieur de chaque Spartiate bouillait de la lave. Imaginez la rage qu'il faut réprimer en soi quand on vous crache dessus, qu'on vous jette des pierres et qu'on vous fusille comme une cible. Le grincement de dents de milliers d'hommes était audible même à travers le fracas du combat. Les Tégéates, voisins des Spartiates dans la ligne, commencèrent à murmurer. Ils n'étaient pas enchaînés par une discipline aussi féreuse. Ils regardaient Pausanias avec des yeux fous, exigeants, suppliants de donner l'ordre. Combien de temps encore lisait-on dans leurs regards? Combien de temps serons-nous encore de la viande? L'air tremblait de tension. Ce n'était plus une bataille tactique, c'était une torture psychologique. Les secondes s'étiraient en heures. La mort marchait entre les rangs, récoltant sa moisson, et personne n'osait lever la main sur elle. Il semblait qu'un instant de plus, et l'armée exploserait simplement de l'intérieur sous la pression. Soit il fuirait, et alors la Grèce périrait, soit il deviendrait fou et se lancerait à l'attaque sans ordre, violant les lois sacrées. Pausanias égorgea une énième bête. Le sang gicla sur son armure. Il se pencha sur les entrailles pendant que la mort sifflait autour. Tous les regards, des vivants et des mourants, étaient rivés sur ses mains. La vie de tout un peuple dépendait de la disposition des taches sur le foie d'une chèvre morte. L'infanterie perse se préparait déjà à l'assaut décisif pour achever ces statues étranges et immobiles. Ils sentaient déjà le goût de la victoire, le goût du sang facile. Ils ne savaient pas qu'ils se tenaient au bord d'un volcan, sur le point de se réveiller. Les dieux se taisaient, mais les hommes avaient atteint leurs limites. Le silence devenait insupportable. Et voilà qu'enfin, les cieux répondirent. Ou peut-être que Pausanias comprit simplement que s'il tardait une seconde de plus, ses propres hommes l'empaleraient sur leurs lances à la place des Perses. Le prêtre, fouillant dans les entrailles d'une nouvelle victime, leva soudain sa tête ensanglantée et hocha. Les présages sont favorables. La voie du meurtre est ouverte. À cet instant, se produisit ce que les Perses redoutaient tant sans le savoir. Le ressort, comprimé pendant des heures sous la grêle de flèches, sauta. L'énergie gigantesque accumulée dans des milliers de corps cherchait une sortie. Pausanias donna l'ordre, et 50 000 gorges poussèrent un rugissement unique, bestial, qui sembla fendre les pierres sur les pentes du Cithéron. La phalange se mit en mouvement. Ce n'était pas de l'escrime élégante, c'était une avalanche. Les Spartiates et les Tégéates, enragés, humiliés par la longue attente, se ruèrent en avant. Ils ne couraient pas, on ne court pas vraiment en armure lourde. Ils prenaient de l'inertie, un pas, un autre, un troisième, et voilà que le mur de bronze fonce sur l'ennemi avec l'inexorabilité d'un train de marchandises dont les freins ont lâché. Les Perses, debout derrière leurs boucliers en osier, n'en crurent d'abord pas leurs yeux. À l'instant, ces Grecs étaient assis comme des chiens battus, et maintenant, une forêt de dards acérés s'avançait sur eux. Les archers perses tentèrent d'intensifier le tir, mais il était trop tard. Les flèches rebondissaient sur les boucliers en mouvement sans causer de dommages. La distance se réduisait à toute allure. Le choc.
Le bruit de la collision des deux armées s'entendit à plusieurs stades. Ce n'était pas le cliquetis des épées, c'était un craquement sourd et nauséabond. Le bruit du métal lourd percutant la chair molle et le bois fragile. La phalange grecque s'encastra dans la ligne perse avec la physique d'un bélier. C'est ici, dans ce pressoir sanglant, que se joua le sort de la guerre. Et ce n'est pas la bravoure qui le décida, mais la technologie. Mardonios avait amené sur le champ de bataille les meilleurs guerriers d'Asie, mais il ne leur avait pas donné les bons outils. Les boucliers perses étaient tressés de branches de saule. Ils protégeaient parfaitement des flèches, mais contre la lourde lance grecque, le dori, frappant avec l'inertie d'un homme en pleine course, ils étaient aussi inutiles que du papier. Les lances perçaient les boucliers, perçaient les cuirasses en lin, perçaient les corps et ressortaient par le dos. La première ligne perse disparut simplement. Elle fut écrasée, piétinée dans la boue par les cnémides de bronze des hoplites. Les Spartiates travaillaient en silence, avec coordination, comme des bouchers à la chaîne. Coup de lance depuis la hanche, retrait, un pas en avant, coup, coup, coup. C'était une mort mécanique, industrielle. Aucune émotion, juste une efficacité froide. Ils se vengeaient des Thermopyles, d'Athènes brûlées, de chaque minute d'attente sous les flèches. Mais les Perses ne s'enfuirent pas. Hérodote, qui d'habitude n'apprécie pas les barbares, tire ici son chapeau devant eux. Ils se battirent avec le désespoir des condamnés. Quand leurs épées courtes, les Akinakès, se révélaient inutiles contre les longues lances, ils jetaient leurs armes. Ils saisissaient les lances grecques à main nue. Ils essayaient de briser les hampes en s'y suspendant de tout leur poids. Ils se jetaient sur les boucliers, essayant de renverser les hoplites avec le poids de leur corps. Imaginez cette scène. Un Perse, transpercé par une lance, s'agrippe à la hampe, se tire plus près de son meurtrier pour tenter au dernier moment de le frapper d'un poignard au cou. C'était la folie des braves, se brisant contre le mur des professionnels. Les Spartiates n'engageaient pas de duel. Si un Perse saisissait une lance, le voisin du Spartiate le tuait. La phalange était un organisme unique qui avait des milliers de bras, mais un seul cerveau. Les immortels entrèrent dans la bataille, la garde personnelle du roi, l'élite de l'Empire. Ceux-là même qui avaient encerclé Léonidas un an plus tôt. Ils étaient magnifiques. Mais ici, sur une surface plane, dans un affrontement frontal honnête, ou malhonnête selon le point de vue, leur maîtrise ne valait rien. Leurs belles armures à écailles étaient percées aussi facilement que des chemises de paysans. L'hoplite grec était bardé de bronze de la tête aux pieds. Le Perse avait presque tout le visage et les membres découverts. C'était un massacre inégal. La terre devint glissante. Le sang n'avait pas le temps d'être absorbé par le sol sec, formant des flaques où les sandales glissaient. L'air s'emplit d'une odeur impossible à confondre. Un mélange de poussière de cuivre, d'entrailles ouvertes et de sueur. La promiscuité était telle que les morts ne tombaient pas. Ils restaient debout, coincés entre les vivants, continuant d'aller à l'attaque avec leur unité. Les Spartiates poussaient. Pas à pas, ils repoussaient les Perses vers la rivière. Les Tégéates sur le flanc frappaient avec la même rage. Toute la ligne de front perse commença à piller. Le mur de boucliers que Mardonios avait construit vola en éclats. Les Grecs entrèrent au corps à corps, où leurs épées courtes, les xyphos, commencèrent leur moisson. Ils frappaient au visage, au cou, à l'aine. Ils transformaient les hommes en morceaux de viande. C'était le règlement de compte. Pour la peur de la retraite nocturne, pour la soif, pour l'humiliation. Maintenant, les Spartiates étaient dans leur élément. Ils étaient des prédateurs qui avaient enfin atteint la gorge de leur proie. Et ils n'avaient pas l'intention de la lâcher tant qu'elle respirait. La colère de Léonidas
accumulé pendant 1 an, se déversa sur la plaine de Platée, et cette colère fut terrible. Ce n'était pas la guerre, c'était de l'extermination. L'armée perse, sûre de la victoire 1 heure plus tôt, comprenait maintenant qu'elle était enfermée dans une cage avec un ours enragé. Et il n'y avait pas de sortie. Au centre de ce tourbillon sanglant, où le bronze broyait la chair, il restait un îlot de résistance. Il brillait de blancheur et d'or, au milieu d'une mer de boue et de sang. C'était Mardonios. Le général en chef perse ne se cachait pas à l'arrière. Contrairement à son roi Xerxès, qui avait observé Salamine depuis un trône d'or sur une colline sûre, Mardonios était un guerrier. Il montait un coursier niséen blanc comme neige, dominant la bataille tel un phare. Autour de lui s'étaient rassemblés le millier des meilleurs cavaliers de l'Empire, sa garde personnelle, la fleur de la noblesse perse. Mardonios comprenait que la bataille lui échappait. Il voyait son infanterie, privée de longues lances, mourir sur les boucliers spartiates. Et il fit ce qu'aurait fait n'importe quel héros d'épopée. Il tenta de renverser le cours de l'histoire par sa bravoure personnelle. Il lança son détachement d'élite directement au cœur de la mêlée, là où les Spartiates pressaient le plus fort. Ce fut une attaque furieuse et désespérée. Les cavaliers perses s'enfoncèrent dans les rangs des hoplites, distribuant des coups à droite et à gauche. Mardonios lui-même se battait comme un possédé. Il tuait les Grecs, les uns après les autres. Son épée était rouge de sang. Un instant, il sembla que les Perses pourraient tenir. Tant que le commandant est vivant, tant que son panache flotte au vent, l'armée a un cœur. L'armée a une volonté. Mais la guerre antique n'est pas un duel d'honneur. C'est une industrie de la mort. Il n'y a pas de place ici pour de beaux duels où les adversaires échangent des répliques avant le coup décisif. Le sort de l'Empire ne fut pas décidé par un noble duel d'égaux, mais par un hasard brutal et laid. Un Spartiate nommé Aïnestos, un homme dont l'histoire n'a retenu que ce seul fait, ne cherchait pas la gloire. Il faisait simplement son travail. Il vit un cavalier sur un cheval blanc qui criait trop fort et tuait trop de monde. Aïnestos ne le provoqua pas en duel. Il ramassa une lourde pierre au sol, ou peut-être ajusta-t-il sa lance, et porta un coup. Le coup fut terrible. Pas de magie, pas de poésie, juste un morceau de matière, lancé avec une force monstrueuse, rencontrant une tête humaine. Le casque de Mardonios, orné d'or, ne résista pas. Le crâne du grand général, l'homme qui rêvait de devenir satrape de Grèce, se fendit comme une pastèque trop mûre. La lumière dans ses yeux s'éteignit instantanément. Le corps, qui 1 seconde plus tôt était le centre du pouvoir sur des centaines de milliers d'hommes, tomba de cheval comme un sac dans la poussière, sous les sabots. Et à cette seconde, quelque chose se brisa sur le champ de bataille. Ce fut le bruit d'une corde qui rompt, entendu par toute l'Asie. Les Perses entourant Mardonios se figèrent. Leur dieu était mort. Leur chef, qui leur avait promis butin et gloire, gisait dans la boue, la tête fracassée. Et si le berger est mort, que fait le troupeau? La réponse était unique: fuir. L'héroïsme de la garde perse s'évapora instantanément. Ils ne cherchèrent pas à venger leur commandant, comme les Grecs avaient vengé Léonidas. Ils craquèrent. La panique se répandit plus vite que la peste. La nouvelle de la mort de Mardonios vola à travers les rangs de l'armée perse à la vitesse d'un feu de forêt. « Mardonios est mort! Tout est fini! Sauve qui peut !» L'immense horde multilingue, assemblée de dizaines de peuples conquis, se rappela soudain qu'elle n'avait aucune raison de mourir sur cette terre étrangère et rocailleuse. Le fil conducteur de la peur de l'autorité s'était rompu. Il ne restait que la terreur animale devant les lances spartiates. La formation s'effondra. 300 000 hommes, ou ce qu'il en restait, se transformèrent en une foule incontrôlable. Ils jetèrent boucliers, arcs
étendards. Ils firent demi-tour et coururent. Ce n'était plus une armée. C'était un flux de chair affolée, cherchant à fuir les démons de bronze de Sparte. Ils s'écrasaient les uns les autres dans la panique, piétinaient les blessés, criaient dans 100 langues différentes. Et c'est là qu'entra en scène le deuxième protagoniste de la tragédie perse, Artabaz. Le commandant qui, depuis le début, haïssait Mardonios et considérait cette guerre comme une erreur. Il avait sous ses ordres 40 000 soldats frais, une force énorme qui aurait pu frapper les Spartiates de flanc et peut-être changer l'issue de la journée. Ou au moins couvrir la retraite. Mais Artabaz était un cynique et un pragmatique. Il observait la bataille depuis une distance sûre. Quand il vit tomber Mardonios et les autres s'enfuir, il ne bougea pas le petit doigt pour aider. Il eut un sourire en coin. Son rival était mort, et cela lui convenait parfaitement. « Demi-tour », ordonna-t-il à ses officiers. « Nous partons. Pas vers le camp en bois où nous serons égorgés comme des rats. Nous rentrons chez nous, en Phocide, et de là, vers l'Hellespont. » 40 000 hommes firent demi-tour et quittèrent le champ de bataille au pas cadencé, sans même avoir dégainé leurs épées. Artabaz venait de voler aux Perses leur dernière chance de salut, sauvant sa propre peau et son armée personnelle. C'était une trahison, mais une trahison géniale. Il est le seul des généraux perses qui rentrera chez lui vivant et avec une armée. Pour les autres, l'enfer commença. La masse principale des fuyards perses se rua vers leur camp fortifié en bois. Ils espéraient que les murs les sauveraient. Ils s'entassèrent dans les portes étroites, créant des bouchons de corps vivants. Les Spartiates et les Tégéates marchaient sur leurs traces, tuant méthodiquement tous ceux qui traînaient. Ils avançaient sur un tapis de cadavres. C'était l'effondrement des espoirs, l'effondrement de l'Empire. La mort d'un seul homme, le vaniteux, courageux et stupide Mardonios, avait fait s'écrouler le colosse aux pieds d'argile. La tyrannie repose sur la peur et sur la figure du chef. Enlevez le chef, et les esclaves se rappelleront qu'ils sont juste des humains qui veulent vivre. La phalange grecque, composée de citoyens libres, avait supporté la perte de Léonidas et continué à se battre. La horde perse, ayant perdu son maître, cessa d'exister en tant que force militaire. La poussière de la fuite voilait le soleil. La grande armée de Xerxès, la terreur du monde, s'était transformée en gibier sur lequel la saison de chasse était ouverte. Les Spartiates, couverts de sang de la tête aux pieds, avançaient, enjambant les armures d'or et les étendards abandonnés. Ils marchaient vers le fort en bois, où les restes de l'armée ennemie tremblaient de peur en attendant l'inévitable. La bataille était finie. L'exécution commençait. Ce qui suivit peut difficilement être appelé une bataille. Cela ressemblait davantage à un abattage de bétail à l'échelle industrielle. Les restes de l'armée perse, fous de terreur, commirent leur dernière erreur fatale. Ils ne se dispersèrent pas dans les montagnes, où ils auraient eu une chance de survivre individuellement. L'instinct grégaire joua. Ils se regroupèrent et s'enfermèrent dans leur immense camp fortifié en bois. Ils pensaient que les murs les sauveraient. En réalité, ils avaient eux-mêmes cloué le couvercle de leur cercueil. Les Spartiates arrivèrent aux murs les premiers. Mais, ironie du sort, les meilleurs guerriers du monde, capables de tuer n'importe qui en rase campagne, étaient absolument impuissants face à des murs. Sparte ne savait pas prendre d'assaut des fortifications. Ils piquaient les rondins avec leurs lances, grognaient d'impuissance, mais ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur. Les Perses, du haut des murs, les criblaient de flèches, sentant une fausse sécurité. Il semblait que le siège pouvait durer. Mais alors arrivèrent les Athéniens. Ces mêmes Athéniens qui avaient disparu le matin dans les bas-fonds et que beaucoup avaient déjà passé par pertes et profits. Ils n'étaient pas seulement marins, mais aussi ingénieurs. Pour eux, un mur en bois n'était pas un obstacle,
mais un problème à résoudre. Ils se jetèrent sur les fortifications avec rage et savoir-faire. Les rondins craquaient, les fortifications volaient en éclats. Les Athéniens ouvrirent une brèche, et par cette ouverture, comme l'eau dans la cale d'un navire en perdition, s'engouffrèrent les Tégéates et les Spartiates. À l'intérieur du camp, la bousculade commença. Imaginez des dizaines de milliers d'hommes enfermés dans un espace limité. Ils n'ont nulle part où fuir, ils sont à l'étroit. Ils sont pressés les uns contre les autres, si étroitement que beaucoup ne peuvent même pas lever le bras avec une arme. Et dans cette masse dense, en sueur et hurlante, s'encastre la machine de mort grecque. Les Grecs ne faisaient pas de prisonniers. Il n'y avait pas d'ordre d'épargner. Il n'y avait que la soif de sang, accumulée pendant 1 an d'humiliation, pour les temples brûlés, pour la peur, pour les amis tués. C'était l'élimination de la force vive de l'ennemi. Les épées travaillaient sans arrêt. Les hommes tombaient, mais n'atteignaient pas le sol, soutenus par les corps de leurs camarades. Le sol sous les pieds se transforma en une bouillie glissante et clapotante où il était impossible de tenir debout. Hérodote cite des chiffres auxquels il est effrayant de croire, mais encore plus effrayant d'imaginer qu'ils puissent être vrais. Sur les 300 000 hommes venus avec Mardonios, déduction faite des 40 000 déserteurs d'Artabase, il resta moins de 3 000 survivants. Pensez-y, ce n'est pas une victoire, c'est un génocide. C'est une destruction totale. Une culture entière, toute une génération de guerriers d'Orient fut massacrée en quelques heures dans cet enclos en bois. L'air était si épais de l'odeur du sang et des ventres ouverts qu'il était impossible de respirer. Les Grecs tuèrent jusqu'à ce que leurs bras refusent de tenir les armes de fatigue. Quand les cris s'apaisèrent, le silence s'installa. Le silence des morts. Le camp n'était plus qu'une montagne de chair déchiquetée. Parmi les cadavres, traînaient les trésors que les Perses avaient apportés avec eux. Tentes brodées d'or, coupes, bijoux, meubles coûteux. Les paysans et soldats grecs pauvres marchaient dans le sang jusqu'aux chevilles, au milieu de richesses qui auraient suffi à acheter tout leur pays. Et c'est ici, au milieu de cet apocalypse, qu'eut lieu une scène qui définit la différence entre la barbarie et la civilisation mieux que n'importe quel livre de philosophie. Un noble de l'île d'Égine, nommé Lampon, s'approcha de Pausanias, debout parmi les cadavres. Il était ivre de victoire et assoiffé de vengeance. Il montra le corps de Mardonios qu'on avait trouvé parmi les tués et dit « Ô Pausanias, tu as accompli une grande chose, mais pour que ta gloire soit immortelle, fais-en encore une. » Quand Léonidas est tombé aux Thermopyles, Mardonios et Xerxès lui ont coupé la tête et l'ont planté sur un pieu. Venge-les. Coupe la tête de Mardonios et fais la même chose. Toute Sparte et toute la Grèce te glorifieront. C'était une tentation, la tentation de s'abaisser au niveau de l'ennemi, de répondre à la cruauté par la cruauté, œil pour œil. Pausanias le regarda d'un regard froid et lourd. Il essuya son épée ensanglantée et répondit par des mots qui devraient être gravés dans le granit. « Tu me conseilles d'agir comme agissent les barbares et non les Grecs. Nous les avons vaincus précisément parce que nous valons mieux qu'eux. Je ne fais pas la guerre aux morts. Léonidas est déjà vengé. Il est vengé par ces montagnes de cadavres autour de nous. Ce paiement suffit. » Il ordonna de ne pas toucher au corps de l'ennemi. À ce moment, debout dans la boue et le sang, Pausanias remporta sa principale victoire. Pas sur les Perses, mais sur lui-même, sur la bête en lui. L'Occident a vaincu l'Orient non seulement par la lance, mais aussi par l'esprit. Le refus de profaner le cadavre devint la ligne qui sépara les hommes libres des esclaves de la tyrannie. La bataille de Platée était terminée. La menace perse qui pesait sur l'Europe était liquidée. La Grèce était libre. Mais à quel prix ?
Regardez ce champ. Des dizaines de milliers de cadavres que personne n'enterrera. La puanteur de la décomposition qui planera sur la baie aussi pendant des mois. Des villes détruites, des villages brûlés, des veuves et des orphelins. Ce n'est pas une belle image de manuel scolaire. C'est la réalité laide, sale et nauséabonde de la guerre. Et maintenant, posez-vous la question principale. Pourquoi connaissez-vous les Thermopyles, mais n'avez presque rien entendu sur Platée? Pourquoi 300 Spartiates perdants sont-ils devenus une légende dont on fait des blockbusters, alors que des dizaines de milliers de vainqueurs, ayant organisé le plus grand massacre de l'Antiquité, sont oubliés? La réponse est simple et cynique. Les Thermopyles sont une belle tragédie. C'est romantique. Mort héroïque, sacrifice, vêtements propres, grands mots. C'est un mythe facile à vendre. Mais Platée, c'est la vérité. C'est le chaos, les erreurs de commandement, la lâcheté des alliés, la trahison, la soif, la saleté et le massacre impitoyable de gens sans défense à la fin. Aux Thermopyles, les Grecs ont perdu magnifiquement. À Platée, ils ont gagné laidement. Nous aimons les martyrs, mais nous avons honte des bourreaux, même si ces bourreaux nous ont sauvés. La victoire de Platée a sauvé la civilisation occidentale. Si les Grecs avaient perdu ici, le Parthénon n'aurait jamais été construit. Socrate n'aurait pas posé ces questions. Le droit romain ne serait pas né, et le monde que nous connaissons serait tout autre. Nous sommes tous les enfants de ce carnage sanglant. Mais l'histoire est une mémoire sélective. Elle efface la boue et ne garde que l'éclat. Nous nous souvenons de Léonidas parce qu'il est mort debout. Nous avons oublié Pausanias parce qu'il a survécu, a vaincu, puis des années plus tard, est devenu fou de pouvoir et a été tué par ses propres concitoyens. Platée est un rappel que la vraie victoire n'est jamais stérile. La liberté ne s'obtient pas gratuitement et ne se gagne pas avec des gants blancs. Elle s'arrache avec les dents. Elle sent la sueur, la peur et le fer. Elle repose sur des montagnes de cadavres. Et parfois, pour sauver la lumière, il faut plonger les mains dans les ténèbres, jusqu'au coude. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des 300 Spartiates, souvenez-vous des milliers de tueurs sans nom de Platée. Souvenez-vous de leur peur, de leur rage et de leur travail. Car ce sont eux qui vous ont offert le droit de vous souvenir. C'était Platée, le massacre oublié qui a sauvé l'Occident.